en tant que couple, je pense que c'est important de parler simplement de comment on va gérer l'argent, de pas attendre que ça devienne un problème. Il faut pas que ça devienne un sujet tabou. Je pense que l'organisation à mettre en place, il faut qu'elle reste simple. Il faut pas qu'elle demande beaucoup de temps, sinon ça ne tiendra pas sur le long terme. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser à faire évoluer cette organisation-là. C'est pas parce qu'elle marche à un instant T que dans un an elle marchera encore. Ouais, là elle marche parce qu'on est tous les deux salariés et peut-être que demain Chris voudra faire une formation, arrêtera de travailler, il faudra qu'on change notre système. On est ouvert à ce qu'elle évolue. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Sarah et Christopher, donc bienvenue. Merci pour l'invitation. On est content d'être là. Merci d'être là. Merci de venir raconter votre histoire d'argent de couple. Sarah, c'est toi à la base qui a l'initiative de ce mail. Oui, c'est moi, parce que j'écoute beaucoup Histoire d'argent et j'avais jamais trop pensé venir un jour. Ouais. Mais une fois, il y a eu un épisode d'un couple. Laurent et Florian. Et, je vous invite à l'écouter, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et je me suis dit que nous aussi, finalement, on avait une gestion du couple qui intriguait en tout cas nos amis. Ok. Une gestion de l'argent dans votre couple. Oui, une gestion de l'argent dans notre couple. et donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Même si on vient pas t'en parler, juste écrire le mail et se poser ensemble pour en parler entre nous, même si c'est un sujet qui est pas tabou et dont on parle beaucoup. Rien que cet exercice-là était intéressant. C'était intéressant. Donc voilà. C'était un peu une bouteille à la mer et on s'est dit, l'exercice d'écrire le mail est intéressant et après on verra si ça débouche sur quelque chose ou pas. C'est vrai, la préparation même du podcast a été intéressante. Ça a permis de discuter de pas mal de sujets à la fois ensemble, toi un petit peu avec tes amis aussi, et même avec tes parents. Tu as peut-être eu des discussions que tu n'as pas eu l'occasion d'avoir avant. Avec tes parents ? Ou c'est pas que j'avais pas eu ces discussions avec mes parents avant, mais en fait j'ai eu envie de leur en parler pour avoir un petit peu leur consentement de toutes les choses que j'allais potentiellement évoquer dans le podcast. Et puis c'était intéressant aussi parce que j'avais pas mal de pièces du puzzle et de leur en parler, ça permettait de reconstituer un petit peu le puzzle. Ok, je vois exactement. Chris, tu racontais toi que tu t'écoutais des podcasts, mais que t'écoutais pas Histoire d'argent, c'est ça ? Enfin, t'écoutais des podcasts sur l'argent, mais que t'écoutais pas Histoire d'argent. Alors, j'ai commencé à écouter Histoire d'argent grâce à Sarah, mais c'est vrai que c'est relativement récent. J'écoute d'autres podcasts sur l'argent, mais pas celui-là, pas encore. Ok. Vous êtes en couple. Vous avez quel âge ? 26 et 28, c'est ça ? Exactement. Ouais. Sarah, t'as 26 ? Ouais, c'est ça. T'as 28. Et moi, j'ai 28. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie ? En tout cas, Sarah, c'est toi à la base qui a l'initiative. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au micro ? C'était peut-être un peu une envie
égoïste, c'est que j'aime bien parler et explorer mon rapport à plein de choses. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant et donc c'était juste un pan de plus à explorer et je pense que, je vois avec tes invités que tu vas aller chercher des fois sur des sujets sur lesquels ils avaient même pas trop réfléchi, même si certains avaient l'impression déjà d'avoir beaucoup réfléchi au sujet. Tu trouves toujours des questions auxquelles ils n'avaient pas réfléchi et je pense que c'est un peu ça que je suis aussi venue chercher. Mais t'as voulu faire en couple? Oui, mais en couple parce que, en fait, comme on te le disait dans le mail, on a vraiment une volonté depuis qu'on a emménagé ensemble et qu'on s'est posé pour parler vraiment d'argent. On avait cette volonté qu'on a exprimée ensemble que si on devait un jour se séparer, on espère que ça n'arrivera pas, mais on sait pas, que ça soit pas à cause de l'argent, que ça soit pas l'argent qui soit un motif un jour de séparation. Et on s'est dit, ça serait tellement con, et en fait, on peut tellement l'éviter. Et en parlant, que en fait, d'explorer aussi notre rapport ensemble à l'argent, c'était aussi important. Bien sûr, c'est des discussions tellement importantes à avoir, et vous avez bien raison. Vous êtes en couple depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Je crois. Oui. Et vous avez commencé à avoir des discussions sur l'argent il y a 2 ans quand vous êtes installés ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je dirais même avant. Parce que le processus pour emménager ensemble, on a mis 1 an entre le moment où on s'est dit qu'on allait emménager ensemble et le moment où on a vraiment emménagé ensemble. Donc... Mais je pense que c'est venu quand même assez tôt. Alors, c'est pas venu non plus dès le premier rendez-vous, je vous rassure. Ça peut... non, mais c'est en plus, ça peut... Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est venu assez tôt, dans le sens où, au début, même si on ne vivait pas ensemble, on sortait quand même beaucoup ensemble. Bar, restaurant, etc. Et donc, très rapidement, on a commencé à très simplement partager les dépenses dans un tricount, très simple. Ah oui, donc très vite. Très vite. Ouais, ça a été très vite. Ouais, je pense, je sais pas, au bout d'un mois, moins d'un mois, on avait un tricount déjà. Ah ouais, c'était un peu le réflexe. Donc on est parti. Donc ça, c'est vraiment l'approche très simple, très basique, dans le sens où on paye un peu chacun de notre tour jusqu'à ce qu'on ait un peu un équilibre dans nos dépenses. Et ça, on l'a fait pendant un moment. Et ensuite, quand c'est devenu plus sérieux, entre guillemets, quand on a commencé, je crois que c'est quand on a commencé à emménager ensemble, je sais plus quand c'était, 2021. Ouais, septembre 2021. Septembre 2021. Ouais. C'est là qu'on s'est dit, le tricount, ça va quand on va au restaurant, mais quand on commence à avoir des dépenses un peu plus récurrentes et c'est important d'avoir peut-être un compte joint. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Trop bien. C'est ce qu'on a fait. Tricount, je le précise, mais c'est une appli qui permet justement de splitter les dépenses et de savoir un petit peu qui a payé quoi. Mais ça marche au sein d'un couple, mais ça marche au sein de, je sais pas, n'importe quoi en fait. Vous pouvez créer un groupe avec pour partir en vacances, pour les enterrements de vie de je sais pas quoi. Bref, ça fait partie des applis. Tricount, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à venir. Je veux bien qu'on sponsorise le podcast parce que c'est une vraie appli hyper cool, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé. Ouais. Et on l'utilisait déjà avant avec nos amis. Enfin, c'est une appli c'est pour ça que ça a été aussi rapide à mettre en place dans notre couple. C'est parce qu'on avait déjà l'habitude de l'utiliser. Et c'était important pour vous, au départ, d'utiliser cette appli et de vous dire, OK, comme ça, c'est bien, c'est 50-50 et en fait, l'argent n'est pas un sujet. Dès le début, je pense, même dès notre premier date, on a fait 50-50. OK. Et après, c'était plus pour pas avoir à expliquer à la personne au comptoir est-ce qu'on peut diviser en deux. C'était une question de facilité, en fait. Un tricount, on avait l'envie de payer 50-50 et tricount, c'était juste plus simple de le faire au quotidien. Et alors aujourd'hui, vous continuez à payer 50-50 ? Non. Alors non. Pour spoiler un petit peu ce qu'on va se raconter. Mais non. Ok. Je peux peut-être prendre la parole là-dessus. Donc on a un compte joint et on essaye de répartir nos revenus mensuels de manière proportionnelle. Enfin, du coup, ce qu'on met sur ce qu'on apporte tous les mois sur notre compte sur joint, le compte joint, c'est un apport qui est proportionnel à nos revenus respectifs. Ok. Donc on est vraiment passé d'un modèle où sur Tricount c'était un modèle où on favorisait un peu l'égalité, c'était purement du 50-50 et on se prenait pas plus la tête. Là on a poussé le concept un peu plus vers
l'équité, c'est-à-dire qu'on contribue chacun à la hauteur de nos moyens. Et avec une exception sur les loisirs, parce que j'étais... c'était une demande de ma part, c'était parce que j'étais mal à l'aise sur le fait que si j'avais envie de faire une activité, Chris avait peut-être un petit peu moins envie de faire, que, spoiler, Chris gagne un petit peu plus que moi, qu'il ait l'impression de mettre plus d'argent dans cette activité qu'il avait peut-être un petit peu moins envie de faire que moi. Donc, je me sentais plus à l'aise que les loisirs, ça reste 50-50. Mais après, ça peut être amené un jour à évoluer. Enfin, c'est un système qu'on a là depuis 2 ans, mais qu'on on n'est pas fermé à le faire évoluer un jour. Chris, je sentais que tu voulais rebondir. Justement, sur les loisirs, la différence, je dirais, de cette catégorie-là de dépenses vis-à-vis de toutes les autres qu'on peut avoir, c'est que les loisirs aujourd'hui, c'est quelque chose qui est entre guillemets pas vital, et en fait tout ce sur quoi on va contribuer à hauteur de nos revenus, proportionnellement à nos revenus, ça va être tout ce qui va être vital, donc l'alimentation, le loyer, le loyer, pareil, l'électricité, tout ça, c'est du proportionnel. Par contre, les loisirs, ça reste du 50-50. Donc on a constitué un fichier, voilà, c'est relativement simple, hein, on vient juste tous les mois remplir une cellule chacun avec notre revenu respectif. Vous avez ensuite, un Google Doc exactement, Google Doc partagé. Et ensuite, on vient juste faire notre virement de notre compte individuel qu'on a donc gardé. On a toujours un compte perso. Ce qui n'était pas évident comme solution pour moi. Pour Chris, ça l'était. Tu veux dire d'avoir chacun un compte perso et d'avoir un compte joint ? Ouais. Et ça... Tu voulais pas de compte joint ? Non, mais en fait, moi, les modèles que j'avais en grandissant, et ma grande sœur qui a 7 ans de plus que moi aussi, et qui est mariée depuis très longtemps. Je crois 7 ans, elle s'est mariée à mon âge. En fait, c'était des modèles où l'argent était en commun. Et il y a pas de compte séparé, il n'y a pas chacun son compte. Oui. Et donc, même si tout de suite en aménageant, je me voyais pas... tout mettre dans un compte commun, pour moi, c'était un peu l'objectif quand même. C'était un jour, on n'aura qu'un seul compte. Et en fait, je me suis heurtée au fait que c'était pas du tout la vision de Chris. Et ça m'a fait réfléchir et remettre en question les modèles que j'avais vus en grandissant. Chris, moi, si j'ai bien compris, toi, tu as grandi dans un truc où ton père, il disait pas, mais pas tous tes œufs dans le même panier. Donc, Alors, exactement. Ça a toujours été un peu le discours de mon père. Et mes parents donc ont un peu le même modèle d'avoir un compte joint et un compte perso. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, on cherche à tout prix l'équité au sein du couple. Et pour moi, le compte joint, c'était la meilleure manière de le faire. Et je me voyais pas mettre tout l'argent en commun et puis dire à Sarah est-ce que je peux m'acheter un nouvel ampli à 500 € pour ma guitare. Moi, je me serais senti trop mal à l'aise par rapport à ça. Et pareil, Sarah a aussi plein d'activités à côté. Là, on s'enlève quand même toute une charge de sans cesse se poser la question de est-ce que je peux faire cette dépense ou pas. Donc c'est ce qui nous semblait être le plus adapté. C'est un peu aligné, je trouve, avec notre vision du couple aussi. En fait, on a une vision du couple où nos individualités sont importantes et le couple, c'est quelque chose en plus. C'est comme une troisième entité, mais les deux... vous continuez à être des personnes à part entière. On reste des personnes à part entière avec chacun aussi nos amis, nos propres sorties, nos propres activités, nos propres loisirs, et on aime bien les regrouper de temps en temps, mais on aime bien entretenir nos propres individualités. Je vois exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce... On va parler de tout ça beaucoup plus profondément, mais effectivement, j'aimerais bien vous poser les 2 questions à chacun que je pose à tous mes invités. J'imagine que je vous vois là, vous avez chacun votre petit carnet de notes, là, vous avez préparé et tout, vous avez taffé, les gars. On peut commencer par toi, Sarah, si tu veux. Ouais. Si je te dis argent, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, naturellement, ça m'évoquait sécurité. Ça t'évoquait ? Oui. Ou ça t'évoque ? Ça m'évoque toujours. Ok. Mais c'est vraiment le premier mot qui est venu. Et en parlant, en fait, notamment, on réfléchissait à on va en parler après, peut-être notre witch life.
En fait, je me suis rendu compte que c'était pas seulement sécurité, c'était aussi qualité. Je vois dans l'argent la possibilité d'avoir une vie de meilleure qualité, de pouvoir avoir des produits de meilleure qualité. Donc, il y a aussi vraiment la notion de qualité qui rentre dans mon rapport à l'argent. D'accord. Et quand tu parles de qualité, c'est vraiment ce truc de te dire, je préfère avoir de l'argent, ça me permet de pouvoir acheter des meilleurs produits, quoi. Des meilleurs produits, ouais. Okay. Pas plus de produits, mais des meilleurs produits. Ok. Ça devient de vous? Tu as un peu réfléchi? Oui, un petit peu, oui. Après, c'est aussi parce que je suis un peu dans une... On est tous les deux un peu minimalistes et c'était quelque chose... Non, ils m'ont pas transmis ça à mes parents, mais... Pas l'impression. Non, mais... Alors, minimaliste, pour les gens qui savent pas, c'est en gros l'idée d'avoir le moins de choses possible, mais peut-être d'avoir des choses de meilleure qualité, quoi. Ouais. De pas acheter tout et n'importe quoi et voilà, d'acheter un peu en conscience, c'est ça? Mais on pourra en parler, mais d'une certaine façon, ils m'ont transmis un peu ça, même si eux ne le pratiquent pas. Ok, d'accord. Et toi, Chris? Alors, l'argent pour moi, de manière très classique, déjà simplement c'est un besoin de subvenir à ses besoins. Première chose, se faire plaisir. Et au-delà de ça, pour moi, l'argent, ça m'évoque la liberté. Alors, c'est une liberté relative dans le sens où je peux très bien, je sais pas, quand on fait des randos dans la montagne ou quoi que ce soit, on est libre. Mais là, ce que j'entends par liberté relative, c'est je suis peut-être moins de charge mentale. Je suis au restaurant, je vais pas réfléchir à 2 fois avant de prendre un dessert. Je suis face à un rayon de supermarché. Je vais pas être en train de comparer le prix au kilogramme de chacun des ingrédients avant d'acheter. Donc pour moi, c'est liberté dans ce sens-là de me libérer d'une certaine charge mentale que je peux avoir. Et c'est aussi plus de portes qui s'ouvrent à moi, plus de être libre, d'avoir plus de choix dans ce que je peux acheter, dans les vacances que je peux choisir. Voilà, donc principalement la liberté. Ok, d'accord. Votre premier souvenir, on peut peut-être continuer avec toi. Ton premier souvenir lié à l'argent, ça te parle? Ça me parle. Alors rien de très original. C'est surtout l'argent de poche que j'ai reçu de la part de mes parents. Alors je me souviens plus précisément. Il me semble que c'était vers l'âge de 7 ans. Ok. Où mes parents ont commencé à verser 1 euro par semaine. Et ça a été mon tout premier rapport à l'argent. Qui m'a permis très simplement de comprendre qu'avec cet argent, je pouvais à la fois acheter des choses, mais que quand cet argent était dépensé, il était dépensé. Il était dépensé, oui. Et je me souviens de ma première petite voiture en jouet que j'ai pu m'acheter avec l'argent de poche que j'ai eu de la part de mes parents. Et aujourd'hui, je leur en suis vraiment très, très reconnaissant parce que je pense que c'est assez formateur quand t'es enfant de recevoir cet argent de poche-là. Tu veux dire une forme d'éducation, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, c'est apprendre à économiser, apprendre à aussi peut-être à être patient. Des fois, on veut des choses qui sont peut-être plus onéreuses. Et il faut apprendre à être patient, à réfléchir avant d'acheter. Voilà. Ok. C'est aujourd'hui un peu un trait de caractère que tu as gardé, tu trouves? Je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé. Je me définirais comme plutôt économe. Paradin, mais économe. Ça va, il est très économe. Ah, mais pourquoi tu dis paradin, mais économe? Je pense qu'il y a une nuance un peu péjorative sur le mot radin. Non, mais c'est économe, c'est... T'as le droit d'être radin, hein. Tu sais, ici, personne ne juge personne. Hein. Tu peux être radin, c'est pas un problème. Hein. Non, c'est pas ça. C'est déjà prévoir les dépenses le plus possible, à la fois de manière individuelle ou même dans le couple. Donc anticiper le plus possible, budgéter, suivre les dépenses. Mais après, j'ai pas pour autant... Je pense que c'est juste dépenser, être économe, c'est aussi dépenser consciemment, avoir ça en tête et...
Ce que je voulais dire. C'est vrai que t'as un rapport très rationnel avec l'argent. C'est très... Oui, dépenser consciemment. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas pour autant l'impression de me priver. C'est-à-dire que on sort régulièrement ensemble, on part en vacances, je viens d'acheter des billets de concert bien chers. Enfin voilà, j'ai pas l'impression de me priver non plus, mais je sais que quand je fais une dépense, c'est qu'elle a été réfléchie et c'est qu'elle correspond aussi à un budget que j'ai défini au préalable. En amont. Oui. Ça t'arrive jamais de sortir et de te dire, tu vois, tu parlais d'un ampli là, et de trouver un ampli et de faire ça, c'est maintenant pour moi. Alors que t'en aurais les moyens. Oui, j'en aurais les moyens, mais d'ailleurs, je pense que sur ce point-là, on se ressemble aussi beaucoup avec Sarah, c'est-à-dire que on fait rarement d'achats sur un coup de tête et on essaye de réfléchir toujours avant d'acheter et juste être sûr que ce soit pas un achat compulsif dont on n'a pas forcément réellement besoin. C'est vrai qu'ils sont très rares, nos achats compulsifs. Ok. Enfin là, je prends l'exemple, Sarah elle vient d'acheter un kawaii, ça a mis des jours. Pour un kawaii. Énorme dépense. Combien tu l'as, le dernier exemple qui vient. Combien tu l'as payé ton kawaii? Je l'ai payé assez cher. Enfin... non, mais je l'ai payé 80 €, mais ça revenait sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de choses, mais les quelque chose que j'ai envie que ça soit de les garder longtemps. Ok. Et donc qu'ils soient de qualité et qu'ils aillent avec plein de vêtements et qu'ils soient un peu éco-responsables. Et en fait, j'ai tellement de critères dans chaque achat que je veux réaliser que effectivement chaque achat me prend beaucoup de temps. Peut-être que je compléterais. Alors, je vais peut-être trop loin à ce stade dans. Oh non, mais jamais. Vas-y. Je compléterais. Je pense que ce côté un peu économe et du coup plutôt dans le contrôle. Oui. Le budget, ça m'a l'air d'être très contrôle. Non, mais plutôt dans le contrôle. Moi, de l'extérieur, je te vois beaucoup dans le contrôle. Mais dans le sens où c'est pas juste un budget, il y a aussi un suivi. C'est aussi... Quand tu dis qu'il y a aussi un suivi, tu vois, il y a aussi du contrôle. Il y a aussi du contrôle, mais je pense que c'est aussi cette volonté de jamais me retrouver... j'ai pas envie de me retrouver dans le rouge, j'ai pas envie de faire appel à qui que ce soit ou à mes parents en cas de problème ou en cas de manque. Je veux assurer mes arrières. Qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu te retrouvais dans le rouge? Non, mais t'es venu mais ici, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que tout est budgété. Je fais tout pour que ça n'arrive pas en tout cas. Oui, mais je te demande, qu'est-ce qui se passerait pour toi si tu te retrouvais dans le rouge? Qu'est-ce qui se passerait intérieurement pour toi si tu te retrouvais dans le rouge? Waouh! Panique. Panique, vraiment? Oui, enfin, c'est forcément pas une situation dans laquelle je serais à l'aise, c'est sûr. Donc, parce que le manque d'argent? Ouais, parce que le manque d'argent, parce que, je sais pas, la peur de manquer, la peur de pas, de logement ou assez à manger ou quoi que ce soit. Ah oui, donc c'est tout de suite, c'est loin, quoi. Ouais. Ok. Et là, et vraiment, et d'ailleurs, je pense que sur ça, on est assez différents sur ce point-là. Me parle pas à la place de Sarah. Je lui poserai la question après l'émission. Je lui poserai la question, c'est à toi que je pose la question. Je les vois, tu sais, à chaque fois, dans les couples, ils essaient de se renvoyer la balle. Putain, une question qui m'intéresse pas. On dirait qu'ils pouvaient gratter à l'intérieur. Et tiens, je t'envoie la patate chaude. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de regarder un peu. Tes parents font quoi ou ils faisaient quoi comme métier? Mes parents travaillent toujours. Mon père est manager d'une équipe commerciale dans une société d'assurance internationale. Et il fait ça depuis plus de 30 ans maintenant. Ton père est british, hein, c'est ça? Mon père est britannique. Il a commencé sa carrière à Londres avant de déménager ensuite en France où il a rencontré ma maman. Et ma maman est manager d'une équipe d'assistants commerciaux. Alors cette fois-ci, pas du tout dans le même secteur. C'est le secteur de l'industrie de pointe pour l'aéronautique, spatiale et la défense. Ok. Et j'ai l'impression que ton père t'a élevé avec plein de phrases, de proverbes. Exactement. Et c'est là que tu vas nous sortir ton plus bel accent anglais.
Christopher? Oui, c'est sûr que les expressions qui tournaient autour de l'argent n'ont pas manqué à la maison avec mon père. Et je pense qu'il m'a forcément influencé dans la manière de gérer son argent. On parlait tout à l'heure de don't put all your eggs in one basket, ou même, enfin, des choses. L'argent ne pousse pas sur les arbres, hein, c'est ça? Money don't grow on tree. Simplement de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a eu en effet, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Enfin, c'est beaucoup de conseils finalement qui peuvent paraître assez très pragmatiques, mais qui, moi, je pense, m'ont beaucoup servi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt, même si j'ai jamais senti mes parents, a priori, n'ont jamais eu de manque ou quoi que ce soit. Je me suis toujours senti confortable de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même assez vite compris, en étant petit, que derrière cette notion d'argent, money doesn't grow on trees, l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent n'est pas illimité, et dans le sens où je fais ma dépense, l'argent est dépensé, et il va falloir travailler pour en avoir, pour retrouver ton argent. Ça, c'est la première chose. Et l'argent n'est pas illimité, et que oui, derrière cette notion d'argent, il y a du temps, il y a des efforts aussi. Je voyais mes parents tous les deux travailler dur toute leur vie, et donc ça, je pense que j'ai très vite compris ça étant jeune. Ok. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui que tout ça, c'est des trucs que tu as récupérés de tes parents et que tu as intégrés, et qu'il y a peut-être une forme de loyauté vis-à-vis de ça? Alors, je pense qu'il y a certains traits de caractère ou même des manières de gérer son argent qui sont similaires. C'est clairement pas un copier-coller. Il y a des choses sur lesquelles, il y a vraiment des choses sur lesquelles tu es ta propre je me reconnais pas, et que je ne fais pas. Après, je sais pas si je parlerais forcément je sais pas si c'est une question de loyauté ou pas, mais en tout cas, la manière aujourd'hui dont je pense l'argent, je gère l'argent, aussi bien individuellement qu'en couple, elle est quand même, je m'y retrouve, et j'ai l'impression j'ai l'impression de me reconnaître là-dedans, et j'ai pas l'impression de me dire je vais faire ça parce que mes parents font ça et que ça va leur faire plaisir ou quoi que ce soit. Ah oui. J'ai vraiment l'impression que c'est moi. En fait, pour moi, il y a une différence entre ce dont tu es en train de parler. Pour moi, c'est plutôt une forme de faire plaisir à papa et maman. Alors que c'est pas ça. Ça, je l'entends bien. Alors que pour moi, la loyauté, c'est différent. C'est-à-dire que tu finis par faire les choses comme ton père et ta mère, aussi parce que quelque part au fond de toi, c'est les choses qui t'ont apprises, si tu veux, et que je trouve ça intéressant de questionner cette loyauté-là, arriver à l'âge adulte, et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de garder? Est-ce que ça m'empêche pas, quelque part, d'aller explorer d'autres choses que je me permets pas d'explorer parce que y a cette loyauté, quoi, tu vois? En tout cas, je l'ai jamais ressenti comme ça, et je me sens pas. Je suis pas sûr qu'on t'en ait déjà parlé comme ça. Non, c'est sûr, mais j'ai pas l'impression d'être enfermé ou quoi que ce soit dans un modèle, et je me sens libre aussi de faire ce que j'ai envie. Et... Alors ouais, et en même temps, Chris, quand je te dis et si t'avais plus d'argent, qu'est-ce qui se passerait, je vois bien dans ta tête, t'es là, ça tilt total, quoi, tu vois. Donc bon, c'est pour ça, je me permets de te dire ça. Je trouve ça trop intéressant de voir comment tu réagis. Mais je te laisse avec ça. On va passer à Sarah. Ok. Ça te va, Chris, que je te questionne comme ça? T'es à l'aise et tout avec? Oui, complètement. J'aime bien faire ça, je secoue un petit peu. Sarah, et toi, ton premier souvenir par rapport à l'argent? Mon premier souvenir, il est pas très intéressant. Ça commence bien, putain. Ce que je vais vous raconter, c'est nul. Préparez-vous. Non, mais en fait, je pense que là où j'ai compris la notion de l'argent, c'est quand j'ai commencé à voir vraiment des pièces de monnaie, et notamment juste après les caisses. Je sais pas si ça existe encore, mais juste après les caisses des supermarchés, il y avait des machines avec des jouets et des bonbons. Et c'était toujours... moi, j'avais toujours envie que mes parents me donnent une pièce pour pouvoir y jouer. Et j'étais souvent frustrée parce que dans mes souvenirs, ils m'en ont jamais donné. T'as vérifié avec eux ou pas? Non, ça je leur ai pas demandé, mais qu'est-ce qui te frustrait? Parce qu'il y avait quelque chose qui me donnait très envie, qui était juste devant moi
ils étaient très forts. Hein. C'était quand les parents prenaient du temps à remballer les courses et à payer, les enfants avaient que ça à faire, regarder. Oui. Ils s'étaient pas mis là par hasard. Bah non, c'était intelligent. Donc j'en avais envie et j'avais pas accès. Ok. Donc c'est ça ton souvenir, c'est une forme de frustration, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai de pas avoir. Ouais. Il y avait de la frustration, je pense, là-dedans. Et après, à la place de mes parents, maintenant, je ferais exactement la même chose. Enfin, ils étaient nuls. Ils étaient nuls, les jouets. J'aurais joué avec 2 minutes et ça aurait été fini. Enfin... Donc, toi-même, si un jour vous avez des enfants, tu les frustreras également. Ça leur apprendra quoi. Les pauvres. Bah non, pas les pauvres. Tu dis mais en leur expliquant que tu vois, cette envie-là, elle est nulle. Très bien. Elle est éphémère. Ouais. Ça peut être bien aussi, hein, parfois, les envies éphémères. Oui, mais okay. Mais il faut pas y laisser aller tout le temps. Faut pas y répondre tout le temps non plus. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y a un juste milieu. Je suis très d'accord avec toi. Mais toi, pour le coup, c'était jamais, quoi. Si j'ai bien compris. Mes souvenirs, c'était jamais. Comment on appelait ça? Je crois que c'était Manicrack, non? Ma mère, elle appelait ça comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelait. T'as jamais eu droit à foutre une pièce dans le truc, quoi. Non. Pour pouvoir tourner, après avoir la satisfaction de voir la petite boule tomber. T'es là, j'ai gagné. Putain, mais t'imagines, tu fous une pièce. Le pire, c'est s'il y a d'autres enfants à côté aux caisses où leurs parents leur donnent une pièce. Encore plus frustrant. Ah, ça, tu m'as. Ok. Il y avait aussi par rapport aux autres, alors. Non, mais ça, je l'ai déjà vu une fois. J'ai déjà vu d'autres enfants en avoir. Donc, oui, après, à cette époque-là, j'étais vraiment toute petite. Donc, j'avais pas la notion de si mes parents me donnent pas, c'est parce qu'ils ont pas assez. J'étais pas consciente de. Et c'était le cas? Je suis pas sûre. Je pense que c'était surtout parce qu'ils trouvaient que c'était inutile. Ok. Ok. Mais après, j'ai eu d'autres souvenirs ensuite qui m'ont plus marqué, mais j'étais un petit peu plus âgée. Vas-y, raconte. Et je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué et auquel je repense encore actuellement, c'est une fois j'étais dans la voiture avec mon père et je pense qu'il était très stressé ce jour-là et il m'a dit ce mois-ci, j'ai pas assez de sous pour m'acheter des chaussettes. Et ça m'a énormément marqué parce que je pense c'était début adolescence. Ok. Ouais. C'était dans l'adolescence, mais j'étais encore assez jeune et ça m'a marqué, je pense aussi parce que c'était. C'était la première fois que tu ressentais. Non, je l'avais déjà beaucoup ressenti avant, mais là des chaussettes, ça me paraissait tellement pas cher et qu'ils disent qu'il n'est pas les sous pour les acheter, ça m'avait perturbée, sachant que moi à côté. Mes parents dépensaient pour moi des sommes bien plus considérables que des chaussettes, des voyages scolaires, des colonies de vacances. Et en fait, le fait que moi j'ai accès à des choses onéreuses et que mon père, du coup, c'était une sorte de privation d'avoir l'impression, lui, de pas avoir les sous de s'acheter des chaussettes. Je pense qu'il y avait une petite forme de culpabilité. Enfin, ça a l'air d'être plus une petite forme qu'une petite forme, si je peux me permettre. Mais tu lui en as reparlé, là, justement, de cette anecdote? Ouais, je lui en ai reparlé. Qu'est-ce qu'il t'en a dit? Parce que je voulais savoir s'il était pas mal à l'aise que j'en parle. Oui. Il a dit qu'effectivement, il y a eu des périodes très compliquées et que je crois pas qu'il se rappelait exactement de cette phrase-là, mais il se rappelait de cette sensation de pas avoir assez de sous pour s'acheter des choses basique de la vie. Ok. Tu lui as dit ce que ça t'avait fait ressentir à l'époque ou t'as pas voulu le culpabiliser de culpabiliser? Non, mais si, j'ai dit à mes parents que quand je leur en ai parlé que ça avait contribué à ma relation à l'argent actuellement et à mon inquiétude aussi encore maintenant vis-à-vis de mes parents de leurs problèmes d'argent, même si ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'ils avaient à l'époque. Enfin, maintenant, ils sont bien plus à l'aise financièrement, mais oui, c'est une période qui m'a beaucoup marqué, cette période d'insécurité financière forte chez mes parents. Ok. Et surtout cette peur qu'ils avaient et qu'ils nous cachaient pas du tout.
C'était pas du tout un secret dans la famille qu'on avait des difficultés financières. Tu peux raconter pourquoi ils se sont mis en difficulté? Ouais, alors, en fait, en parlant avec eux, je me suis rendu compte que il y avait des graines qui étaient présentes avant. Ce qui a déclenché, c'est la construction de la maison familiale, mais en fait, c'est pas seulement ça qui a créé le problème. Oui. C'est là où je te disais que j'avais des pièces de puzzle et que j'ai réussi à les mettre ensemble. C'est en parlant à mon père de sa relation à lui avec l'argent et comment est-ce que il est arrivé à cette situation-là. Et en fait, quand il était enfant, ses parents ont vécu une ascension sociale. Ils sont passés de... Enfin, mon grand-père était chauffeur de camion. Il est passé... à la fin de sa carrière à être régisseur de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Incroyable. Donc, il est passé entre-temps, il était il a travaillé en tant que chauffeur dans les égouts de Paris, donc vraiment, c'est... Même quand on le dit comme ça, on voit bien l'ascension sociale. Il est sorti de terre. Ouais, il est sorti de terre. Pas de Paris, de Strasbourg. Et donc, ils sont passés d'un HLM à une petite maison en banlieue de Strasbourg. Mais ils avaient quand même cette conviction qu'il fallait travailler jeune et que les études, c'était pas forcément ce qui était important. Il fallait vraiment gagner de l'argent. Donc mon père, il a été plus ou moins obligé à aller travailler vers ses 14-15 ans, sachant que dans leur famille, quand les enfants travaillaient, s'ils restaient à la maison, les parents les obligeaient à donner une grande part de leur salaire au foyer. Oui. Donc, il y a eu cette frustration ils gagnaient des sous, mais en fait, ils pouvaient pas utiliser les sous comme ils voulaient. Il n'avait pas la liberté de faire ce qu'il voulait avec son argent. Et en fait, il a décidé de reprendre les études. Il a passé le bac, il a fait des études supérieures, mais à ses frais. Il a dû tout payer pour réussir à le faire. Et donc, il a vraiment galéré parce qu'il a eu aucune aide de ses parents et il n'en a pas demandé non plus. Et donc, il s'est retrouvé à la fin de ses études et on lui a proposé un poste de fonctionnaire qu'il a accepté. Et donc, du jour au lendemain, il est passé d'années de frustration et de privation à un poste de fonctionnaire où, dès le début, il gagnait très bien. Je crois au début de sa carrière, il a direct commencé autour de 3 000 €. Donc, un très bon salaire pour une famille d'ouvriers, et puis surtout une sécurité de l'emploi à vie. Oui, la sécurité. On y vient. Et donc, très vite, il a commencé, je crois dès le début, il a commencé à faire des prêts à la consommation. En fait, il n'a pas du tout eu cette culture de je mets de côté pour ensuite acheter ce que je veux. C'était, j'ai la possibilité de faire ce prêt parce que je sais que l'argent va toujours rentrer, ça va jamais être un problème. Parce que je vais avoir mon poste à vie et cette rentrée d'argent à vie. Donc, si je fais un prêt à la consommation, je vais très facilement réussir à le rembourser. Et ça, c'est devenu une habitude, en fait. Peu d'éducation donc financière du côté de ton... Oui, non. Peu d'éducation financière. On peut dire, faites attention à ça. Hein, les prêts à la consommation, d'une manière générale, ils sont... Mais je pense surtout que c'était une accumulation de frustration et en fait, il avait envie de... Il avait besoin de dépenser. Il avait besoin de dépenser et de se faire plaisir. Ouais. Et d'où le fait que tu sois minimaliste aujourd'hui. On va pas faire comme papa. C'est sûr que mon père n'est pas minimaliste. Ouais. Et donc, par rapport à cette histoire... Et en fait, ils ont voulu construire une maison, c'est ça qui s'est... Sans apport, sans économie. Ok. Oui. Et donc, ils ont fait un prêt à la banque. Et puis, à ce moment-là, la voiture est tombée en panne. Et en fait, ça a été un schéma récurrent pendant ensuite les années qui ont suivi. Ouais. Ils ont dû faire des prêts à la consommation très, très régulièrement, à la fois parce que les travaux, ça se passe jamais comme prévu. Ah oui. Et donc... en fait, à chaque fois, les prêts servaient à sortir un petit peu la tête de l'eau et tous les aléas de la vie étaient en fait des mini-cataclysmes. Il fallait à chaque fois trouver une solution pour réagir à tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Et tu te retrouves un jour à plus pouvoir acheter de chaussettes. Et voilà, et tu te retrouves un jour à plus pouvoir acheter de chaussettes. Tu te retrouves, en fait, j'étais consciente, je le savais,
Mais je savais pas si c'était quelque chose qui avait eu lieu pendant des mois ou c'était juste un petit souvenir que j'avais, mais ils me l'ont confirmé. On commençait très régulièrement les débuts de mois déjà dans le rouge. En fait, la question, du coup, c'était pas est-ce que on va finir le mois dans le rouge, c'était à combien on va être, à combien dans le rouge on va être à la fin du mois. Et quand tu dis on va être, tu parles de tes parents. Oui, mes parents, oui. Mais enfin, on va être la famille, quoi. C'était... Et donc, tu avais de la culpabilité parce que tes parents te payaient malgré tout des voyages scolaires, etc., quoi. Oui. Bon, j'ai vraiment jamais été... En fait, quand je dis ça, on peut avoir l'impression que je vivais dans une pauvreté mais en fait, j'ai une enfance très, très riche. On avait une grande maison, du coup, qu'ils étaient en train de construire. Mon père était cadre, fonctionnaire. J'allais en colonie de vacances. On mangeait bio. On était... Je dis pas qu'on avait plein de vêtements, mais on avait assez de vêtements pour aller à l'école. On faisait des petites vacances, même si c'était juste aller au camping à quelques kilomètres. On faisait quand même des petites vacances. Et donc, j'ai jamais manqué. Et ce qui est une grande chance, j'en suis consciente. Mais en fait, ce sentiment d'insécurité que j'ai eu, il était dans la parole. Il était dans le fait que nos parents ne nous cachaient pas du tout leur situation. Et je pense même s'ils avaient essayé de le cacher, j'aurais senti... Oui, tu l'aurais senti quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'était peut-être finalement mieux qu'ils vous le disent plutôt que vous le sentiez en creux, quoi, sans que ce soit dit. Mais peut-être le fait que ça soit autant dit, ça a joué sur ma culpabilité. Ouais. T'as l'impression aujourd'hui que ce besoin de sécurité que t'as, qu'on sent chez toi, et tu disais toi-même que l'argent pour toi c'est la sécurité, ça te vient de là? Ah oui, j'en suis persuadée. Ouais, okay. Oui, c'est sûr, j'ai la peur de... un peu comme Chris, d'être un jour dans le rouge, d'avoir un aléa de la vie et de pas pouvoir y faire face, de pas avoir assez d'économies. Ça, c'est une peur que tu as aujourd'hui au quotidien, quoi. Tu vis avec? Oui, je vis avec. Ok. Elle me ronge pas non plus, mais je vis avec. Elle est là. Elle est là. En fond. Exactement. Ok. Et quand vous vous êtes rencontrés avec Chris et que vous avez commencé à parler d'argent, etc., est-ce que tu as l'impression que vous vous êtes rejoints là-dessus et vous vous êtes dit « Putain, super, on est tous les deux » Sur ça, plutôt oui. Et aussi sur notre envie d'indépendance vis-à-vis de nos parents. Enfin, du coup, moi, très vite, j'avais envie d'être indépendante parce que j'avais plus envie d'être une charge. Et Chris, c'était aussi quelque chose qui était très fort pour lui. Et donc, quand on réfléchissait même à des projets comme le projet d'achat, c'était un projet qu'on voulait faire seul. Et sans... Enfin, je veux dire, oui, seuls nous deux. Tous les deux, mais sans l'apport de qui que ce soit d'extérieur, quoi. Non. Ok. Pourquoi c'était important pour vous ? Parce que c'est, je pense, notre très forte envie à tous les deux d'être indépendants. Et puis oui, nos parents ont assez donné quand on était jeunes et maintenant c'est à nous de. Ok. Oui, c'est ce que j'allais dire. De se débrouiller pour réaliser nos projets. Je vois pas trop de raisons pour lesquelles j'aurais demandé à mes parents, même si j'avais pas les moyens de le faire, j'aurais pas fait. J'aurais juste attendu plus longtemps pour être en capacité de le faire. Mais comme dit Sarah, exactement pareil. Enfin, j'estime que mes parents, ils ont fait leur boulot et même plus que ça. Enfin, dans mon cas, et du coup, je me voyais pas leur demander encore plus. Tu sais, parfois il y a des parents qui peuvent faire des donations de leur vivant, etc. Oui. Ouais. Mais je pense que surtout vous avez acheté un appart, donc tu l'as dit vraiment très rapidement. Vous avez acheté un appart il y a pas très longtemps. Ça peut être l'occasion à ce moment-là, tu vois, de donner des sous. Mais il y a un sujet sur cet appart, on va y venir. Mais je pense que je me serais senti particulièrement mal à l'aise par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que disait Sarah sur la culpabilité, parce que je pense que j'aurais retrouvé ce même sentiment que j'avais aussi d'ailleurs pendant mon enfance, alors que le contexte financier, le contexte de la famille était pas le même. C'est assez dingue parce qu'on a deux familles très différentes et une enfance très différente et on arrive aux mêmes conclusions. Ok.
Toi aussi, t'avais de la culpabilité? Eh ben, je me suis rendu compte aussi, ça c'est plus pareil, en réfléchissant aussi au podcast et aux différentes questions que tu avais posées. Franchement, faut jamais faire ce podcast, c'est de la merde. Non, au contraire, je trouve que c'est intéressant. Je me suis rendu compte que il y avait pas mal de moments dans ma vie, que ce soit typiquement à Noël ou aux anniversaires, où je recevais des cadeaux. Alors forcément, ça me faisait plaisir, mais j'avais toujours cette petite culpabilité au fond de moi. Alors, je savais que mes parents ils avaient les moyens pour le faire, mais il y avait toujours une partie de moi où j'étais pas forcément à l'aise. Je sais pas pourquoi, il y a un souvenir qui me vient à l'esprit. Justement, c'était pour un anniversaire. On était parti faire de l'acrobranche avec des amis, et j'ai cette image de mon père qui sort sa carte bancaire pour moi et donc pour tous les amis qui étaient là. Et je me souviens de ce sentiment, en fait, tout d'un coup de culpabilité, de me dire mais ah ouais, je suis. À la fois, ça me fait plaisir, mais c'est quand même teinté d'une culpabilité. Mais elle vient d'où, cette culpabilité? Est-ce que c'est parce que, en fait, ton père, à ce moment-là, tu te dis, ah mais non, il va pas dépenser tout cet argent? Ou alors c'est parce que tu te dis, non mais en fait, c'est mon anniversaire et c'est moi, machin. Bah, tu vois, elle te vient d'où, cette culpabilité? Je sais pas, une envie de. Enfin, ouais, je sais pas. Pas envie d'être une charge pour mes parents, ça, je pense que c'est venu assez tôt. Et ça rejoint ce qu'on disait encore aujourd'hui, là, avec le prêt, l'apport pour l'appartement à qui on n'a pas demandé d'aide. Mais voilà, très rapidement, dès que j'ai commencé à avoir mes premiers vrais revenus, donc autres que les stages, je me souviens de ce moment où j'ai reçu mon premier salaire. Enfin, la première chose que j'ai faite, c'est couper tous les ponts financiers que je pouvais avoir avec mes parents. Donc, typiquement, tout ce qui est récurrent, les forfaits mobiles ou l'assurance pour la voiture, tout ça, j'ai changé mon RIB. Je me suis dit, maintenant, c'est sur mon compte, je coupe tous les ponts, je suis autonome et je suis plus une charge. Ok. Et même quand tes parents aujourd'hui te font un cadeau, c'est encore compliqué pour toi? Ouais, toujours un peu. Même si forcément ça me fait plaisir, il y a toujours ce petit truc de culpabilité au fond. Ok. Et pourtant, le contexte était vraisemblablement pas toujours le même, quoi. Ok. Et t'as regardé un peu en face d'où vient cette culpabilité, ou il y a une anecdote? Tu sais, parfois il y a des anecdotes, il y a des trucs complètement insignifiants dans la vie d'un adulte, tu vois, qui peuvent se passer quand t'es enfant et que tu gardes comme ça tout au long de ta life, quoi. Pas de souvenirs précis. Voilà, j'ai aussi eu un petit frère et une petite sœur, donc j'avais conscience que j'étais pas le seul dans les dépenses. Alors que tes parents t'ont jamais fait chier avec le fait qu'ils dépensaient de l'argent pour toi, quoi. Ah non, jamais. Ok. T'es l'aîné? Je suis l'aîné. Ouais. T'as peur de déranger ou pas? Ah, je pense qu'il y a un peu de ça. Et c'est dur de recevoir pour toi d'une manière générale? Oui, en général, que ce soit de mes parents ou même aux anniversaires avec les amis et tout, je suis le premier à dire pas de cadeau s'il vous plaît, quoi. Ouais. Enfin, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas que ça va pas me faire plaisir, mais c'est que je vais me sentir mal à l'aise par rapport à ça. Tes compliments. Voilà. Tu reçois les compliments ou pas? Oui, il a du mal à les recevoir. Oui, je pense. C'est vrai qu'il a oui. Ouais. Mais c'est vrai que tu as du mal à recevoir les compliments. C'est un truc que je vois chez beaucoup d'hommes, en fait, qui sont éduqués à donner plutôt qu'à recevoir. Et c'est très très dur de recevoir pour pas mal d'hommes. Et moi le premier, hein. Franchement, je fais un travail depuis 3 ans sur recevoir. Franchement, j'ai 45 ans, je me dis, mais putain, la vie à côté de laquelle je suis passé, juste parce qu'en fait, c'est dur de recevoir. En tant que garçon, on a plutôt tendance à foncer qu'à réceptionner. Même l'énergie masculine, tu vois, elle est plutôt tendance à être dans l'action plutôt que dans la réception. C'est trop intéressant de regarder en face cette culpabilité que je comprends en plus, hein, vraiment de... Il n'avait pas envie de réagir. Si. Moi aussi, je suis d'accord. Parlons de cet achat d'appartement alors, parce que donc vous avez votre système là que j'ai bien compris. Alors oui, avant de parler de l'achat de cet appartement, je voudrais bien, parce j'imagine bien les auditeurs et les auditrices qui disent mais combien ils gagnent? Parce que souvent on aime bien dire. Et alors Sarah, t'avais pas l'air d'avoir de problème pour donner ton salaire, même si t'as tes collègues qui vont écouter. Ouais. Toi, Chris, en revanche, c'est plus compliqué pour toi. Oui, parce que oui, c'est plus compliqué. Mais pourquoi?
Tu sais que c'est le genre de question, moi, tu peux pas juste me dire oui, c'est compliqué, c'est tout, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Le fait que, voilà, on est dans un contexte, dans un pays où c'est pas forcément la pratique. Ah ouais? C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Bien sûr. Ou pas encore, peut-être de plus en plus, mais. J'espère bien, grâce à ce podcast, super. Je gagne assez. C'est les pires réponses. Pour vivre. Pareil. Oui, ça fait partie effectivement des. Tu vois, tu viens dans un podcast pour parler d'argent, et en fait, je trouve ça intéressant que tu veuilles pas donner de chiffres, parce qu'effectivement, c'est pour moi l'une des raisons qui fait qu'on ne parle pas, c'est qu'en fait, et que c'est un tabou, c'est qu'on ne donne pas de chiffres. Et en fait, le jour où tout le monde donnera son salaire de façon très tranquille, parce que sans doute tu as peur du regard qu'on va avoir sur toi d'un coup d'un seul si tu donnes ton salaire, quoi. Tu vois, d'un coup d'un seul, tu deviens le mec qui gagne autant. C'est ça ou c'est autre chose? Clairement, oui, c'est ça, c'est le regard qu'on va porter sur ça. Après, des choses à dire sur l'argent, sur la manière de le gérer, sur le budget, sur comment l'investir, sans pour autant donner de chiffres précis, c'est possible. La preuve. Mais donc tu as décidé de pas donner. Enfin, en tout cas, tu respectes. Moi, je respecte. Hein, franchement, le fait que tu veuilles pas le. Tu gagnes plus que ça. Voilà, ça. Si ça peut donner une première indication. Beaucoup plus. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà, je souhaite que. Et donc, Sarah, autant voire plus. Sarah, de ce fait-là, tu respectes et tu veux pas non plus toi de ton côté donner ton salaire? Non, parce que je me dis, si on parle de pourcentage de combien gagne chacun, on peut faire le calcul. Si on est un peu à l'aise avec les chiffres. Désolé pour tous les gens qui seront frustrés derrière leurs écouteurs. Qu'est-ce que tu voulais rebondir sur un truc? Je sens que tu... Non, puis en plus, c'est un détail, mais le salaire de Sarah est relativement stable et fixe. Le mien a tendance à varier beaucoup en fonction de certaines activités. Je vous ai même pas demandé ce que vous faisiez. Ah, c'est vrai. Ça, c'est une question, on s'est préparé parce que tous les deux, on a du mal à y répondre en soirée. Ok. Moi, mon poste, ça s'appelle Product Owner, mais ça va pas parler à beaucoup de gens. Product Owner? Owner, ouais. Product Owner? Oui. Ok. Donc, je travaille... Ah, Owner. Owner. Ok, l'américaine. Putain, j'y étais pas. Ok. Tu bosses dans une start-up, donc? Oui, Product Owner. dans une start-up. Ok. Et on fait des plats maison, on livre des plats maison à des entreprises et des particuliers. Et donc, je travaille dans l'équipe tech avec les développeurs et je suis un peu la passerelle entre les équipes, les objectifs de l'entreprise, les clients et les développeurs pour que on améliore notre site et notre application. D'accord. Et de mon côté, donc aussi dans une start-up basée à Paris, spécialisée dans le secteur des transports. Et ma mission, elle est aussi côté tech et elle va consister à automatiser un certain nombre de processus métiers qui aujourd'hui sont opérés manuellement. Ok. Parce que voilà, quand on est une petite entreprise, les process métiers ça va, mais quand on commence à devenir plusieurs centaines, il y a des besoins d'automatisation. Donc ça, c'est un volet de ma mission, et l'autre qui va de pair avec l'automatisation, c'est faire en sorte que les différents systèmes informatiques de l'entreprise puissent communiquer entre eux afin d'échanger des données. Donc t'es côté dev alors plutôt? Oui. Ok. Il gagne donc beaucoup d'argent. Notez bien. Souvent les devs sont très bien payés. Non, mais on peut le dire, les devs sont très bien payés. Voilà. Moins qu'un dev quand même, un petit peu. Non, honnêtement, non. Calme-toi, t'as vu là, comme il est là? Non, bien sûr que non, je gagne beaucoup. Hein, Non, c'est la moyenne. Oui. Ok. Et en fait, c'est trop intéressant parce que donc cette histoire d'appart, ça vous fait marrer. T'as vu là, comme d'un coup d'un seul, il était là. Non mais attends, je gagne bien. Dis pas. Toi, t'es en train de me comparer et tout, wesh. Pas du tout. C'était très drôle. Donc ouais, vous avez l'air d'avoir monté un système qui marche bien, donc équité, donc au prorata de vos différents salaires, etc. Ça j'ai bien compris. En revanche, sur l'appart, ça a l'air d'avoir posé un petit souci votre histoire. Pourquoi? Parce que moi j'étais moins avancée dans ma carrière professionnelle, donc j'avais beaucoup moins. Vous avez 2 ans d'écart, hein, donc. Oui, on a 2 ans d'écart. Ouais. Ça fait beaucoup en début. Ça peut faire beaucoup en début de carrière, quoi. 3 en termes de carrière. Donc oui, en début de carrière, ça fait beaucoup et surtout que toi, tu as été dans des entreprises où il y a eu
Comment on appelle ça déjà? Ouais, il y a plusieurs. Non, mais il y a plusieurs facteurs. Il y a, comme dit Sarah, il y a l'avance que moi j'avais. Enfin, j'avais déjà travaillé plus longtemps que Sarah. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ton prêt étudiant. Oui, il y avait que ça aussi. tu rembourses encore et que moi je n'avais pas. Donc forcément, je suis en capacité de mettre plus de côté tous les mois. Oui. C'est tes parents, toi, qui t'ont payé tes études ou... Alors, moi, je suis allé dans une école publique, ouais. Mais j'ai eu le soutien financier de mes parents pour le loyer quand j'étais étudiant, pour l'alimentation. Donc, je suis rentré dans le monde professionnel, j'avais ni dette à rembourser, ni quoi que ce soit. Donc, Et Sarah, tu rembourses combien, pour avoir une idée? Je rembourse 720 par mois. Ah oui, donc c'est une sacrée somme. Oui. Ça vient pour tu es un peu ponctionné par ton salaire. Un peu beaucoup, oui. Donc il y avait ça, et le troisième élément auquel je pense qui a fait la différence, c'est que je suis rentré chez mes parents le temps des différents confinements. Ouais. J'avais donc lâché mon appartement à Paris, ce qui m'a permis de mettre tous les mois pas mal d'argent de côté. Ah oui. Et donc ça, je pense que ça m'a vraiment pas mal aidé, finalement. Et là, t'avais pas la culpabilité de pas donner de... Alors, si, justement. Ah oui. Si. Il a pensé à tout. Si, justement, c'est un sujet qui est très rapidement venu sur la table. Je me voyais pas, rentrer chez mes parents en disant, coucou, je suis de retour. Donc, en fait, j'en ai parlé assez tôt et on a convenu que tous les mois, je leur versais une somme pour couvrir notamment l'alimentation et toutes les autres charges qu'il peut y avoir. Et c'est toi qui es venu ou c'est tes parents? Non, c'est moi. Mais pour moi, c'était normal, en fait. Enfin, et tes parents ont accepté? Oui, mes parents ont accepté. Ils étaient d'accord avec le principe et ils ont trouvé que c'était juste, quoi, parce que voilà, je suis encore dans un contexte où j'avais un salaire tous les mois, donc c'était aussi normal que je contribue à la vie de la famille. Ok. Donc voilà, il y a un peu ces trois éléments-là qui ont fait que on n'est pas parti sur la même blindé aujourd'hui. Sur la même ligne. Maintenant qu'on a acheté l'appart, un peu moins. non mais voilà, on n'est pas parti du même niveau, et donc il a fallu qu'on trouve un système. Ouais, si je peux préciser aussi, je suis pas partie de rien non plus. Et vers la fin de mon lycée, début de mes études, mon père a réussi à avoir un emploi qui a réussi à faire sortir ma famille des problèmes financiers. Et donc, c'est tombé en même temps que le décès de mes grands-parents. Et l'héritage, mes parents ont décidé de le diviser entre les enfants. Donc, j'ai eu un petit héritage qui m'a permis sur lequel j'ai un petit peu pris pendant mes études, mais en fait, j'avais toujours comme objectif, dès que je prenais Tu as combien de sous? De rembourser, j'ai eu 9 000 €. Ok. Donc, c'était quand même une très belle somme. Et c'est ce qui m'a permis de mettre un apport aussi, parce que quand on a réfléchi à faire l'achat, moi, ça faisait que 1 an vraiment que j'étais... peut-être 2, si on cumule avec les CDD, stages et tout, mais ça faisait pas longtemps que j'étais sur le marché du travail, donc j'avais pas pu économiser une grande somme. Donc c'est grâce à ça aussi. Parce que je pense que c'est important de préciser. Comment vous avez fait alors par rapport à votre Excel? Alors, pour le coup, j'ai un ratio en tête alors déjà pour le remboursement de la mensualité, il y avait pas trop de questions. Ouais. Donc chaque mensualité, on s'est dit, écoute, on va faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui. On va contribuer proportionnellement à la hauteur de nos revenus respectifs. Donc pour ça a été ça a été simple, pas trop de débat. Par contre, la vraie question, c'est l'apport. C'est sur l'apport. Et on avait un ratio de 82%, 82-18%. Ouais, 80. Moi, en fait, j'ai mis 18% de l'apport et Chris a mis 82%. Donc, pas du tout la même somme. Et on voulait que cet appart, il nous appartienne quand même à tous les deux. On voulait pas que l'appart, il appartienne à 82% à Chris. Même si finalement, dans les faits, il nous appartient pas exactement à 50-50, mais presque. On est à 45-55. Ouais. Donc, mais ça se rapproche quand même un petit peu plus de quelque chose d'équitable, parce que ça se rapproche de aussi notre proportion de salaire. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais actuellement, je gagnais environ 45% et Chris 55%. Et en fait,
on s'est dit que on voulait quand même réaliser ce projet aujourd'hui, même si moi, j'avais pas encore énormément d'économies. Parce que même si j'avais 9 000 euros, je voulais pas mettre les 9 000 euros sur la table. Je voulais avoir quand même une marge de sécurité, un matelas par rapport aussi à ce qu'ont vécu mes parents avant. Oui, c'était compliqué. Ouais. Et Chris était tout à fait aligné. Il m'a poussé aussi à pas mettre toutes mes économies. Il voulait vraiment que, après avoir mis l'argent pour l'apport, je me sente à l'aise avec l'argent qui me restait de côté. Mais par contre, donc on a voulu mettre un système en place pour que, au fil des ans, je rembourse Chris pour que, à terme, on arrive à quelque chose de plus équitable. Ok. Donc pour que, alors, on va essayer de l'expliquer parce que on a déjà essayé, on s'est déjà tapé quelques fous rires. Parce que dans nos têtes, ça paraît assez clair, et sur notre tableau Excel, ça paraît assez clair. Mais c'est vrai que quand on essaie de l'expliquer à voix haute, on a des fois un peu de mal. Mais l'objectif, on peut partir de l'objectif, c'est que à terme, ce qu'on ait chacun mis en termes d'apport, ça soit proportionnel à nos salaires, mais cumulé dans le temps. C'est-à-dire que si dans 5 ans, je gagne 60% et Chris 40%, qu'on prenne ça en compte. Waouh! Vous avez mis en place une usine à gaz, les gars. Non, mais c'est vrai, on s'est pris pas mal la tête. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment la même volonté, c'est ce qu'on dit là depuis le début, c'est cette volonté de... Sarah, elle est toute rouge. Non, mais c'est vrai, on s'est pris pas mal Voilà, on a passé pas mal enfin, pas mal. On a passé quelques soirées là-dessus, mais c'est vraiment toujours dans la même volonté de se dire l'équité à tout prix. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un jour de conflit. En fait, on ne veut pas que dans 10 ans, il y en ait un qui se sente lésé dans la situation. Parce que j'aurais pu dire, bon allez, je lâche 82%, et puis bon, c'est... Voilà, mais en fait, l'un des trucs que je comprends pas, c'est que... Et là, je fais appel à toi, Chris, qui j'ai l'impression que t'es... Voilà. C'est qu'en fait, quand vous achetez un appart ensemble, t'aurais pu très bien acheter 82% de l'appart, et Sarah, elle aurait pu acheter 18% de l'appart. Et en fait, si demain vous vous séparez, vous allez revendre l'appart peut-être avec une plus-value, et en fait Sarah elle aura 18% de sa plus-value et toi tu auras 82% de la plus-value, et basta, non? Mais donc ça veut dire pourquoi ça marchait pas pour vous, ce système? Alors pour plusieurs raisons. Ok. Ça marchait pas parce que donc ça voulait dire que tout le temps Chris allait payer en remboursement 82% et moi seulement 17%, alors qu'on vit de la même façon dans l'appartement, donc c'est un peu injuste que lui, il rembourse 82% alors qu'il gagne 55%. Ok. Et que moi, je rembourse 18% alors que je gagne 45%. Je comprends. C'est ça. Et puis le 82-18, là, c'est figé dans le temps. Or là, on voulait aussi prendre en compte les évolutions possibles de nos revenus respectifs et de nos dans épargnes, le temps. Ouais. Et pareil, incroyable. C'est valable à la fois pour le projet immobilier, mais pour la vie de tous les jours, avec ce qu'on disait avant et la gestion du budget. C'est, moi, je veux à la fin du mois que on ait tous les deux de l'épargne. Et voilà, si on n'avait pas ce modèle-là, Sarah serait forcément désavantagée aussi par rapport à ça. T'épargnes combien, Chris, de ton salaire? Ah, c'est une bonne question. Alors ça dépend. Alors bon, déjà ça va dépendre des mois et des revenus, mais j'arrive à épargner environ entre 50 et 55% du salaire. Fat. Pas mal. Oui. Mais elle est tellement fière. Ouais. C'est mon homme. C'est important pour toi? Oui. Oui, si. J'espère que ça l'est, parce que j'imagine que c'est des... Oui, c'est important pour moi. Et c'est des sacrifices? Non, enfin, moi, j'estime que je fais pas de sacrifices et que je suis à l'aise par rapport à ça. Ok. Il a pas fait trop beaucoup de sorties, on part en vacances, T'as pas trop de pulsion d'achat, il n'y a pas vraiment de trucs, j'ai l'impression, que tu as envie d'acheter, où tu te retiens vraiment d'acheter. T'es pas trop... T'es blindé, Chris, en fait. Non, parce qu'on vient d'acheter l'appart, comme j'ai dit. C'est fini, ça. mais en vrai, j'encourage aussi, souvent d'ailleurs, j'encourage aussi Sarah
non pas épargner 55% de salaire, mais au moins d'avoir un peu ce réflexe de mettre de l'argent de côté tous les mois et de pas se dire je finis le mois à zéro. Après, c'est quelque chose que je fais naturellement de mettre de côté. Oui, je faisais déjà avant. Là où tu m'encourages plus, c'est à que cet argent il dorme pas trop. Ah, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais, de l'investir, tu veux dire, ouais, plutôt que de le mettre dans un compte. Ouais. Un livret A de base, quoi, c'est ça. Et d'apporter une sécurité pour le très long terme, pour la retraite notamment, pour. Putain, mais encore. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies, les gars? Mon père est là, tu vois, on parlait d'influence des parents tout à l'heure, mais là, je pense que c'est l'influence aussi de mes parents par rapport à ça. C'est l'anticipation et ne pas être passif, quoi. Ne pas être passif par rapport à son argent et se dire qu'est-ce que j'en fais, comment je l'investis, quels sont mes projets aussi à court terme, moyen terme, à long terme. Okay. Et qu'est-ce que ça vient gratter chez toi quand t'as l'impression... J'imagine que donc, tu vois Sarah un peu plus passive par rapport à l'argent quand tu dis que... Enfin, passive, je dirais pas passive non plus. Mais moins... Je dirais pas passive, mais je dirais moins active que moi. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ben, écoute... T'as l'impression qu'elle est pas responsable quand elle fait ça ou pas? Non, je pense toute proportion gardée, hein, tu vois. Non, je sais pas. Tu paniques un petit peu quand je te dis que j'ai pas vu regarder mon compte bancaire pendant plusieurs semaines. Non mais pour toi c'est incompréhensible. Tu regardes ton compte bancaire tous les... Moi c'est vrai que j'aurais tendance à regarder mon compte bancaire plusieurs fois par semaine. Ah ouais. À me dire où est-ce que j'en suis. Mais parce que pour moi c'est la clé d'une... Alors ça, c'est la clé de beaucoup de temps passé, mais pardon. mais justement, et c'est ça aussi que je voulais dire là au micro, c'est qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de budget, on parle de suivi de ce budget, on parle d'investissement, mais en fait, si je regarde le temps passé à la semaine, ça représente peu de temps. C'est-à-dire que j'estime que j'y passe pas tout cumulé. À moins qu'il y ait un sujet en particulier, un achat immobilier ou quoi que ce soit, j'estime que j'y passe pas plus de 30 minutes par semaine, quoi. Okay. C'est juste vérifier que sur mon compte, je suis aligné avec les dépenses qui sont là, que les bons transferts aient été faits. Et puis d'ailleurs, dans tout ce qui est investissement, bon, je vais pas forcément rentrer trop dans le détail, sauf si tu veux, mais en gros, j'essaye entre guillemets d'automatiser, comme c'est mon métier. Ouais. Enfin, j'essaye d'automatiser le plus de choses. Et quand il s'agit d'aller investir sur tel ou tel produit d'investissement, de faire en sorte que le transfert se fasse automatiquement. Okay. Et donc, je pense qu'il est possible d'avoir une gestion saine de son argent et suivie, sans pour autant y passer une journée par semaine. Ce que j'ai interrogé plus tôt, c'était le fait d'y aller plusieurs fois par semaine, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que j'entends bien l'idée d'automatiser. Je trouve ça génial, tu vois, d'avoir le moins possible. Mais j'ai l'impression que c'est quand même là. Même si tu as l'air d'avoir automatisé pas mal de trucs, c'est quand même là tous les jours. Et en fait, quand tu dis, Sarah, elle regarde pas son compte, tu paniques quand elle regarde pas son compte pendant 3 semaines, c'est ça? Bon, panique, c'est pas le mot, mais tu vois, ça m'arrive que tu découvres des frais, des fois, sur ton compte depuis plusieurs mois. Et ça, par exemple, ça, c'est un truc qui m'arrive, qui pourra pas m'arriver. Ok. C'est pas... Et ça, pour le coup, t'as pas envie de l'aider ou de la prendre? Il m'encourage. Alors on a fait plusieurs on a fait des petits cours d'investissement. J'adore ces épisodes en couple. Il fait même des cours d'investissement pour des membres de ma famille. J'essaye d'encourager parce que je pense sincèrement que il y a beaucoup de petites choses, encore une fois simples, hein, je parle de choses simples et ça doit le rester. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place de suivi de notre budget mensuel pour le projet immobilier, etc., à chaque fois, c'est une cellule à remplir tous les mois. Okay. Quand je dis que je vais regarder mes comptes, en fait, c'est sur mon appli, je me connecte et 30 secondes plus tard, okay. le lancement se finit. Et ça, je pense que ça doit rester simple. Ok. D'accord. Et je pense, dans les faits, je pense que sa relation, elle est plus saine que la mienne, où moi, je regarde pas les comptes et du coup, je pense que j'ai rien. Et je vais me tu penses priver. Que t'as pas de sous? Ouais. En fait, j'ai peur de regarder parce que je pense que j'ai rien. Plus, je pense que j'ai rien. Plus, j'ai peur de regarder. Et donc, je vais me priver d'achats que des fois, j'aurais pu faire. Ok.
parce que j'ose pas regarder. Et donc, je vais être à certains moments, entre guillemets, plus écœurée que ce que je ne pourrais. Ok. Enfin, mais Que ce que tu voudrais ou que ce que tu pourrais? Que ce que tu voudrais, non? Oui, ce que je voudrais aussi. Je pense que des fois, je me suis un petit peu privée alors que j'aurais pu pas forcément le faire. Ok. Est-ce que vous vous sentez libre individuellement de dépenser ce que vous voulez dépenser quand vous en avez envie, de façon un peu spontanée, comme je le disais tout à l'heure? Sur nos comptes individuels, oui. Ouais. Sarah s'achète son kawaii, je m'achète des billets de concert, il n'y a pas de problème. Le kawaii à 80 balles. Là, sur ça, il y a aucun... Enfin, pas de problème, c'est notre argent. Sur le compte joint, forcément, on va en discuter avant. Là, projet immobilier, enfin... Après l'achat, il y a eu plein d'autres choses à acheter dans l'appart pour le meubler. Là, forcément, il fallait... On en a discuté avant chaque achat. Ouais. Oui. Ok. Je sais même plus la question. Non, mais je me demandais un petit peu si tu te sentais libre de pouvoir... Je me sens... Et puis vis-à-vis de Chris, je me sens libre avec mon argent. Je sais pas si c'était ça la question, mais quand je dépense, je me dis pas qu'est-ce que Chris il va penser, à moins que ça soit... parce que je pense que là où j'ai des achats compulsifs... J'adore le « à moins que ça soit ». Tu enlèves tout ce qui s'est passé avant. Le « à moins que ça soit ». Là où j'ai des petits achats compulsifs, c'est... Ça, c'est vrai. Je sais de quoi tu vas parler. J'aime bien aller dans des friperies et dans des Emmaüs et tout. Et j'aime beaucoup la déco. Et donc, je peux avoir des achats compulsifs sur des objets de décoration que je vois dans... Okay. Ou alors des jouets pour ma nièce. Dès que c'est dans un lieu comme Emmaüs, que c'est pas très cher et que j'en vois une utilité, j'arrive beaucoup plus facilement à faire un achat compulsif que quand c'est neuf, je sais pas forcément, je connais pas forcément la marque et que c'est un peu plus cher, là ça m'arrive jamais. Ok. Pourquoi, Chris, tu te marrais tout à l'heure comme ça, tu l'as entendu? Non, mais j'étais sûr que Sarah t'allais dire ça. Ouais. C'est vrai que souvent, Sarah revient le soir avec les bras pleins de... Parce que j'ai un Emmaüs à côté du bureau. Mais oui, c'est vrai que pendant ces achats-là, je me dis, oh là là, Chris, il va me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai ramené une autre planche à découper? Je vais devoir me justifier pour... ouais. Donc, t'es pas totalement libre, en fait. Non, sur ces choses-là qui vont rester dans l'appart quand c'est des choses que pour moi que je vais offrir, je me sens libre. Oui. Mais quand je sais que ça va... C'est un truc pour vous. Un truc pour nous, que du coup j'achète avec mes sous parce que j'ai pas envie d'utiliser les sous communs parce que c'est moi qui aime la déco et j'ai pas envie qu'ils se sentent obligés d'acheter des objets de décoration. T'achètes une planche à découper avec tes sous. Est-ce que Chris a quand même le droit d'utiliser cette planche à découper ou pas? Il a le droit, je lui laisse. Une chance. Mais oui, dans ces moments-là, c'est vrai que je me dis, il va falloir que je justifie auprès de Chris que si dans l'appartement, cet objet aura sa place. Ok. Donc, c'est intéressant. Ouais. Vous en discutez tous les deux ou t'avais déjà dit à Chris que tu pouvais culpabiliser parfois par rapport à des Je sais pas si j'avais dit vraiment le mot culpabiliser, mais... En tout cas, d'avoir la sensation que tu vas devoir te justifier, ce qui est... Ça, je pense que... C'est pas cool, en fait, en vrai. Je sais pas, toi, te dire, est-ce que je te l'ai déjà dit? Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu as tendance, Chris, que tu as une certaine facette de toi qui est un tortionnaire, qui est un tortionnaire pour une autre facette de Sarah? Non, mais en fait, je pense que déjà je vois pas ça comme un problème, tu vois. Je me dis pas, moi cette planche, on va la revendre tout de suite parce que. Mais c'est plus le côté justement achat compulsif parfois qui va me déranger parce que. Tu vois, une planche, on en a 5 des planches. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 5 planches? Si, tu vois, Sarah a envie de lancer une collection de planches. C'est plus ce petit côté-là. Mais après, voilà, maintenant, on les a, c'est très bien. Et voilà. Moi, je comprends que déco. Ah oui, bah voilà, moi je comprends que tu as envie d'avoir, mais juste assume auprès de Chris que tu as envie d'avoir une collection de planches et puis voilà quoi. Tu vois, tu vas avoir une collection de planches à découper. Oui, c'est l'aspect d'avoir plusieurs trucs, c'est ça, tu comprends pas. Là, c'est pour le coup, c'est pas du tout la question de l'argent, c'est plus le côté on n'en a pas besoin. Ouais, mais comme en vrai, même le kawaii hier, tu m'as demandé, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un kawaii? Oui, c'est vrai. Parce qu'on va en Bretagne, il aime pas dire que des fois il pleut.
Et t'es sûr que c'est pas en rapport avec l'argent? Parce que là, elle l'a acheté avec son argent à elle, mais si elle avait acheté sur l'argent conjoint, sur le compte joint, pardon. Si elle t'avait acheté 5 planches à découper avec le compte joint. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Là, pour le coup, c'est plus une habitude. L'un comme l'autre, on se pose la question si on n'est pas ensemble. Et est-ce qu'on l'achète avec notre argent du conjoint Et ça nous est déjà arrivé en posant cette question que l'un de nous deux dise non, là je préfère que tu prennes avec ton argent. On arrive à le dire aussi quand on n'est pas à l'aise, que ce soit avec l'argent en commun. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je vous ai pas amené dont vous auriez aimé parler? Non, juste que en tant que couple, je pense que c'est important de parler simplement de comment on va gérer l'argent, de pas attendre que ça devienne un problème. Il faut pas que ça devienne un sujet tabou. Je pense que l'organisation à mettre en place, il faut qu'elle reste simple. Il faut pas qu'elle demande beaucoup de temps, sinon ça ne tiendra pas sur le long terme. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser à faire évoluer cette organisation-là. C'est pas parce qu'elle marche à un instant T que dans un an elle marchera encore. Ouais, là elle marche parce qu'on est tous les deux salariés et peut-être que demain Chris voudra faire une formation, arrêtera de travailler. Il faudra qu'on change notre système. On est ouvert à ce qu'elle évolue. Voilà, il faut s'autoriser à la faire évoluer, et il faut vraiment que les deux personnes, les deux membres du couple se sentent à l'aise avec cette organisation-là. Et pour avoir la possibilité d'acheter le plus de planches à découper possible. Voilà, exactement. Sarah? Peut-être... moi, je pense un travail que j'ai encore à faire avec l'argent, c'est de réussir à arrêter de me préoccuper trop des rapports que mes parents ont à leur argent. Je pense que ça, c'est une inquiétude que j'ai encore beaucoup. Et... Tu veux dire aujourd'hui encore? Oui, aujourd'hui encore. T'as peur J'ai peur pour la gestion de l'argent de tes parents? Oui. Et quand ils font des dépenses, je suis toujours crispée. Ah ouais? Quand j'apprends et j'ai conscience en parlant autour de moi que la plupart des gens n'ont pas forcément ce sentiment-là. Mais il faut que j'accepte en fait qu'ils sont adultes et que c'est leur vie. Non mais que c'est pas à moi, parce que comme je pouvais le faire par exemple quand j'étais ado, où des fois mon père proposait un cadeau et moi j'étais là non je veux pas ce cadeau-là parce qu'il est trop cher, ou plus tard dans les études où il me proposait de me redonner de l'argent parce qu'il savait que j'étais un peu ric-rac à la fin du mois et je refusais qu'il me donne de l'argent, donc j'avais une forme un peu de pouvoir de je pouvais leur dire non, dépensez pas cet argent pour moi. Là en fait il faut que j'accepte que c'est dans leurs mains. Et je te rends compte quand même que tu viens de dire il faut que j'accepte que mes parents soient adultes. C'est quand même incroyable comme phrase. Je sais. Non mais oui, mais c'est pour ça, et c'est un travail que je dois faire sur moi. Mais en fait, qu'est-ce qui te fait dire que tes parents sont pas adultes? Parce que je pense que des fois je vois certaines dépenses de mon point de vue comme pas forcément nécessaires. Ok. Ou alors, ou par exemple, un mini exemple, mais mon père, pour tous les anniversaires, je sais jamais quoi lui acheter, parce qu'en fait, dès qu'il évoque quelque chose qu'il aimerait bien avoir, il se l'achète tout de suite. Et en fait, c'est ça qui me fait peur. C'est ces achats compulsifs et ce non-respect de leur budget qui ils nous disent qu'ils arrivent... en vrai, ils sont quand même dans une situation financière beaucoup mieux qu'avant, mais ils respectent pas forcément leur budget à la fin du mois, et ça me fait peur. Ok. Donc, voilà. T'as peur des achats compulsifs de ton père? Oui. Et en même temps... Il a 19 planches à découper, lui. C'est fou, quand même, tu te rends compte? Ah oui, c'est ton père? Oui. Ouais. Ils sont adultes depuis bien plus longtemps que toi, tu sais. Oui, non, mais c'est vrai. Faut que... Mais c'est un truc qui t'inquiète aujourd'hui? Bah oui. Ouais. Okay. Ça m'arrive quand une des questions, des fois, je leur pose,
quand je leur demande si ça va, c'est des fois je leur pose la question explicitement. Et côté finance, en ce moment, ça se passe bien? Ah ouais, ok. Ouais, c'est des questions qui m'arrivent de leur poser parce que ça m'inquiète encore, ouais. Ok. Et tu leur as dit, là, en préparant, que t'avais peur T'avais peur pour eux? Ouais, je leur Ils ont ai dit quoi? Que un peu ce que j'ai dit, qu'ils étaient grands et qu'ils pouvaient et que j'avais pas besoin que c'était pas mon rôle à moi de me préoccuper de ça. Ouais. T'as déjà entendu parler de ce livre, Vos parents ne sont plus vos parents? Non, mais bien, je ça me paraît intéressant. Oh que oui. Donc, c'est un bouquin dont j'ai parlé dans Histoire de Daron, donc je vous mettrai le lien dans les notes pour les gens qui écoutent si ça vous intéresse. C'est un bouquin que je cite régulièrement. C'est pour redéfinir à l'âge adulte une nouvelle relation avec tes parents, où en fait c'est un couple de psy qui a écrit ce bouquin, c'est fabuleux, où ils viennent mettre en exergue le concept d'ex-enfant et d'ex-parent. Aujourd'hui, tu as 28 ans, 26, tu es une grande fille, tu travailles, etc. En fait, tu n'as plus besoin de tes parents pour survivre. Donc, tu es désormais l'ex-enfant de tes ex-parents. Ouais. Et ça, après, je te le donne là comme ça, si tu veux, mais tu vois, Mais ça, j'arrive bien à le conceptualiser que je suis plus leur enfant. Bah non. Je suis leur ex-enfant, mais... Tu t'inquiètes pour leur vie, toi. Mais par contre, je m'inquiète pour eux. En tant que, pour le coup, j'ai 2 filles, tu vois. J'imagine un jour qu'elles viennent me voir en disant, alors papa, comment tu t'en sors? Je leur mettrai un coup de pied au cul, en vrai. Vraiment, en fait, c'est pas ton problème, quoi. Ouais, démerde-toi déjà avec tes sous, quoi. Vu que j'ai l'impression que ça a été tellement longtemps un problème qui me touchait aussi, moi, je pense que j'ai du mal à que maintenant ça me touche plus. En fait, c'était la cellule familiale qui était en difficulté et dont je faisais partie. Et j'ai du mal à maintenant détacher le fait que mes parents, ils sont encore dans cette cellule familiale et moi, dans un sens aussi, mais pas financièrement, en fait. Mais si. Pourquoi pas financièrement? Je veux dire, leurs problèmes d'argent, c'est pas censé être mes problèmes d'argent. T'as peur qu'ils te... Ah non, j'ai jamais eu peur. T'as peur qu'ils te lèguent des dettes? Non. Non, j'ai pas peur qu'ils me lèguent des dettes. Mais alors pourquoi? J'ai peur pour leur quotidien et leur futur. J'ai peur qu'ils se retrouvent dans des situations où ils se retrouvent dans le rouge, par exemple. Ok. C'est plus de ça que j'ai peur. Ok. Et tu crois pas qu'ils sauraient se démerder? Puisqu'ils l'ont déjà fait, si j'ai bien compris. Oui, mais c'était une situation particulière qui se reproduira pas tout le temps. Ok. Mon père a été expatrié en Outre-mer et donc il a eu une prime d'expatriation et ça a aidé. Mais maintenant, ils sont à la retraite, donc leur salaire va être stable pendant les prochaines années. Il n'y aura plus la carte joker de l'expatriation. Puis peut-être tu peux les laisser se démerder. Oui. Est-ce qu'il y avait un truc sur lequel je vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler? Là, j'en vois plus. On a à peu près tout évoqué. Ok. Vous voulez parler de votre vie riche? Pourquoi pas? C'est quoi votre vie riche alors pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on entend par la vie riche? Ah oui. Pour moi, la vie riche, c'est complètement décorrélé de l'argent. D'accord. C'est quoi les choses que tu dépenses et dans quel domaine qui t'amènent à vivre une vie pleine? Et peu importe, en fait, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être tu dépenses un peu d'argent et par exemple Sarah, elle voudrait devenir collectionneuse de planches à découper parce que ça l'a fait, et qu'en fait tous les mois elle voudrait avoir un budget de 3000 € de planches à découper parce que c'est vraiment son truc et que ça l'a fait kiffer, et que pour le coup elle a aucun problème à dépenser 3000 balles de planches à découper parce que elle kiffe, tu vois. Donc c'est ça un peu la vie riche. Mais si vous y avez pas réfléchi, peut-être que c'est compliqué. Mais si on y avait réfléchi. Il y a quelques éléments qui me viennent à l'esprit. Tu veux commencer? Vie riche. Je sais pas si je vais être très très original, mais ce serait pour refaire écho à ce que je disais un peu plus tôt dans le podcast, dans l'épisode, c'est de pouvoir être en capacité de dépenser sans forcément avoir la charge mentale toujours de me dire est-ce que je vais avoir assez pour finir
la fin du mois. C'est pouvoir partir en vacances quand je veux, où je veux, avoir une vie riche de plein d'événements, de sorties, de restaurants, etc. Donc vraiment cet aspect riche, mais là, plutôt l'aspect, argent, mais aussi riche d'un point de vue riche de toutes les relations que je peux avoir, la proximité avec ma famille, avec les amis, avec Sarah, et aussi, je pense qu'être en bonne santé, ça fait aussi partie d'une vie riche, donc je mentionne aussi. C'est quoi les trucs sur lesquels tu dépenses de l'argent de façon déraisonnable et où tu kiffes? Quand je suis en soirée. En soirée, généralement, pour la gueule. Voilà, en soirée, je vais avoir tendance à plus facilement éteindre ce petit bouton à l'intérieur de moi. C'est l'alcool. Et de me dire, consommer avec modération. Allez go, on profite, on passe une bonne soirée. Voilà, je pense que c'est surtout à ces moments-là. Ouais, c'est vrai. T'enlèves cette inhibition que t'as de... Il y a un peu moins de contrôle. Ouais. Okay. Toi, Sarah? Moi, ma vie riche, elle passerait par des expériences. Ok. Comme je disais, je suis pas... Enfin, c'est un peu paradoxal parce que en même temps, elle passerait par des expériences, mais j'ai besoin aussi d'avoir un cocon dans lequel je me sente bien. Donc, avoir un lieu bien décoré, pour moi, ça fait partie de ma vie riche. Okay. Avec des planches. Avec des planches. Et un peu, comme ils disent les Scandinaves, Hygge, donc ce sentiment de bien-être et de confort chez soi. Donc ça fait partie de ma vie riche. Et après, des expériences, des nouvelles activités, découvrir de nouvelles choses. Vraiment dans un côté aventure dans ma vie riche. Très bien. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à toi. C'était canon, vraiment. Merci pour l'ouverture. Désolé, Chris, de t'avoir fait tout ça. avec grand plaisir. Ouais, on a passé un bon moment. Oui, merci à tous les deux. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.